Je pense que vous l'avez deviné, n'est-ce pas? Vous avez compris le sujet de la vidéo? Ouais, j'ai pas besoin de le dire. Bon bah, on y va alors après le générique. À tout de suite! Chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et un nouveau rendez-vous du Give Me 5, le petit rendez-vous où je vous parle de 5 de mes dernières lectures. Pour ce troisième numéro du Give Me 5, je vais donc reprendre ma manière de procéder comme dans le premier, à savoir aller de la lecture qui m'a le moins séduite à la lecture qui m'a le plus séduite dans cette sélection de 5 livres. Et je peux vous dire que mon premier de ce top 5 en quelque sorte, c'est de la bombe, c'est celle qui t'explose à la figure et après bah tu sais même plus qui tu es. Si tu veux savoir de quoi je parle, il va falloir regarder la vidéo jusqu'au bout mon petit coco. Allez, on commence tout de suite. Le premier livre de cette sélection est donc celui que j'ai le moins aimé. Il s'agit de Bully de Penelope Douglas. Alors il s'agit d'une lecture que j'ai fait en VO. C'est un roman qui a d'abord été auto-édité et je pense que maintenant la saga, puisqu'il s'agit d'une saga, a été rachetée par un éditeur. Je ne saurais cependant vous dire le nom de l'éditeur de tête, mais je pense que je l'ai repris dans ma chronique que vous trouverez en barre d'infos comme d'habitude. Ce bouquin, je voulais le lire depuis très longtemps, juste à cause de son titre, Bully. Qu'est-ce que ça veut dire Bully en anglais? C'est simplement le terme qui reprend le fait d'embêter les autres à l'école. Pour moi, le fait d'être un bully en anglais, ça représente le fait d'embêter les autres à l'école, de les chercher, de les titiller, et pas dans un sens très sympathique. Avec l'article que je vous avais posté sur mon blog début de l'année, si vous l'avez lu, là aussi je vais vous remettre un petit lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas lu, et bien vous savez que c'est un sujet qui me touche extrêmement à cœur. Donc j'avais forcément très envie de lire ce livre et malheureusement ça l'a pas totalement fait. Dans ce roman, on retrouve donc deux personnages, Jared d'un côté et Tate de l'autre. Ils sont à l'école ensemble, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Ils étaient d'ailleurs les meilleurs amis du monde. Mais voilà, au moment de rentrer au lycée, durant l'été, quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est cassé. Et depuis la rentrée de cet été-là, eh bien entre Jared et Tate, plus rien ne va. Lui a décidé qu'il allait en faire sa tête de turc et il n'arrête pas de l'ennuyer, de faire circuler des rumeurs à son égard avec un de ses amis. Et aussi eh bien, de lui faire des blagues qui ne sont pas forcément de bon goût. Et Tate ne comprend pas ce qui se passe, elle ne sait pas du tout pourquoi Jared lui a tourné le dos comme ça, du jour au lendemain en quelque sorte. Et elle est bien obligée de subir tout cet harcèlement à l'école, surtout que Jared étant une forte tête dans son lycée, eh bien tout le monde se rallie un petit peu à sa cause sans trop savoir ce qui s'est passé entre eux. Et de fait, à part sa meilleure amie, eh bien on ne peut pas dire que Tate a énormément d'amis que ça au lycée. Avant d'entrer en terminale, elle a décidé de passer une année à l'étranger en se disant que peut-être si elle s'éloignait, eh bien à la rentrée pour sa dernière année, eh bien Jared allait un petit peu lui foutre la paix et qu'ils allaient pouvoir, même s'ils ne se parlaient plus, pouvoir faire une trêve durant cette dernière année. Sauf qu'à son retour, elle constate que rien n'a changé et que l'état d'esprit de Jared à son égard n'a pas changé. Voilà ce qu'on peut donc en dire par rapport au synopsis. Il s'agit d'une romance new adulte, donc vous vous doutez bien que dans romance, eh ben, voilà, l'état d'esprit de nos deux personnages va un petit peu changer. Et d'un état d'esprit où il y en a un qui fait vivre la misère à l'autre, on va passer à un état d'esprit beaucoup plus I'm in love. Il s'agit donc d'une romance new adulte. Je ne vais pas vous spoiler en disant donc que l'intérêt de ce bouquin est de savoir comment nos deux héros qui se détestent en début de récit vont arriver à pouvoir dépasser tout ça et se mettre ensemble à la fin du récit. Je vous avoue, ce bouquin, je l'ai littéralement dévoré. Il était en anglais, pourtant, je ne le lis pas très vite en anglais, mais j'avoue que là, j'étais vraiment prise dans l'histoire, j'avais vraiment envie de savoir pourquoi Jared en voulait à ce point à Tate, et donc c'était addictif. Je l'ai lu en 2 jours, je pense, qui est un record. Déjà en ce moment où je lis pas très vite, mais alors en anglais, là je dis waouh, mais j'avais vraiment envie de savoir pourquoi Jared en voulait autant à Tate. Le récit est plutôt bien construit, l'auteur suit quand même une certaine logique. Au début on sent vraiment que les deux personnages peuvent pas se voir, enfin surtout on le sent du côté de Jared.
Tate, elle est plutôt dans un état d'esprit où elle subit tout ça et surtout elle ne comprend pas et elle se demande ce qui est arrivé à ce garçon qu'elle aimait tant avant, qui était quand même son meilleur ami, avec qui elle a tout partagé, qui venait dormir chez elle, puisqu'en plus de ça ils sont voisins. Enfin voilà, ils ont tellement passé de temps ensemble qu'elle ne comprend pas ce qu'elle a pu faire pour qu'à un moment donné cette amitié se brise et qu'on arrive à un état où lui, il ne peut même plus la voir en peinture, rien que de la voir, ça le met en colère. Donc l'intrigue est plutôt bien construite, on passe pas d'un état de je te déteste à un état de je t'aime comme ça du jour au lendemain, c'est quand même progressif, mais le gros souci de ce bouquin, c'est que en fait j'ai pas compris. J'ai pas compris les raisons de Jared. Il a beau les expliquer, on les attend quand même à ces explications pendant tout le récit, il a beau s'expliquer avec Tate, il n'y a rien à faire, je n'ai pas vraiment compris pourquoi il y en a voulu à ce point. Je trouvais que c'était fort exagéré. Et franchement, à la place de Tate, si un garçon me disait un jour, un garçon vraiment qui a été mon meilleur ami, me disait un jour, bon ben voilà, je t'ai fait subir tout ça parce que, en fait, voilà ce qui s'est passé, je pense que j'en reste comme un rond de flanc. Je me dis, tout ça pour ça. Tu m'as fait vivre l'enfer depuis 3 ans, tu m'as fait passer pour tout et n'importe quoi au lycée, t'as répandu les pires rumeurs sur mon dos pour ça. Et je crois que là, je lui foutais 4 baffes et je foutais mon camp. Voilà. Là, je vous parle avec la réaction d'une adulte de 32 ans et pas avec le petit cœur chamallow d'une ado de 16 ans. Et je me dis que peut-être qu'à la place de Tate, moi aussi, j'aurais fondu en disant « Mais Jared, c'est pas grave. Écoute, on va faire comme si rien ne s'était passé. Et voilà, viens me faire un gros bisou. On s'aime, tout va bien. » Enfin, voilà. Ce qui m'a vraiment dérangé dans le récit, c'est qu'elle lui pardonne aussi vite. En fait, moi, je pense qu'à sa place, j'aurais quand même voulu lui mettre un petit peu la misère à lui aussi pour lui faire comprendre à quel point tout son comportement m'avait blessée. Même si elle lui dit les choses, enfin voilà, lui faire vivre la misère, le faire patienter pendant des semaines ou des mois, voire des années, pourquoi pas. Hein, bon, c'est vrai que ça aurait été un récit un peu plus long du coup. J'ai vraiment du mal à concevoir qu'elle ait pu passer l'éponge comme ça aussi vite et se dire bon bah oui ok c'est un peu débile, c'est raison, mais voilà je lui en veux plus. Ça passe moyen quoi. Ce qui ne m'a pas plu non plus dans le récit, c'est que j'ai eu l'impression que l'auteur finalement ne savait plus ce qu'elle racontait. À un moment, elle vous dit blanc pour ensuite vous dire noir. Genre, à un moment donné, Tate vous explique qu'elle n'a pas parlé du comportement de Jared à sa famille parce que bon, ils sont voisins, ils se connaissent et elle n'avait pas forcément envie de les mêler à ça et elle ne voulait pas trop que son père se tracasse parce que bon, Jared est vraiment un connard avec elle, ça je peux vous le dire. Mais d'un autre côté, après, elle va en parler avec sa grand-mère et sa grand-mère a l'air d'être parfaitement au courant de la situation alors qu'elle l'avait dit quelques pages avant que sa grand-mère n'était pas au courant non plus. Donc voilà, il y a un petit peu des incohérences comme ça. Il y a aussi avec Tate. Il y a des moments où on l'appelle Tatum, il y a des moments où on l'appelle Tate. Moi j'ai compris qu'elle s'appelait Tate et que le surnom de Tatum lui avait été donné par Jared au moment où il a commencé à être méchant avec elle. Et à un moment donné, tout le monde commence à l'appeler Tatum, Tatum, Tatum. Alors je dis mais c'est pas possible, est-ce que c'est moi qui ai mal lu ou quoi que ce soit? Enfin bref, j'ai l'impression que l'auteur s'est un petit peu mishmaché en cours de route et que tout s'est un petit peu mélangé. Alors de fait, maintenant je me dis elle s'appelle Tate, elle s'appelle Tatum. Je ne sais pas. Je continue à l'appeler Tate parce qu'il faut quand même admettre que Tatum c'est très moche. Vraiment, c'est horrible. Vous en pensez quoi vous de Tatum? C'est mieux Tate, non? Oui. Bon, bref. Cependant, j'ai appris qu'il y avait un second tome. Je ne sais pas par contre si c'est vraiment un roman complet ou si c'est juste une nouvelle. Et cette nouvelle serait racontée par Jared. Et là, je vous avoue que j'ai très hâte de lire ce roman ou cette nouvelle, je ne sais pas bien. Parce que je me dis que je comprendrai peut-être plus le point de vue de Jared une fois que j'aurai lu son point de vue à lui. Parce que là, ça reste vraiment très flou. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire endurer à quelqu'un tout ce qu'il lui a fait endurer pour ça. Quand on apprend ce qui s'est passé tout cet été-là avec Jared, je peux comprendre qu'il ait un peu la colère. Je peux comprendre que de voir certaines choses, ça l'ait dérangé, mais que ça prenne autant d'ampleur vis-à-vis de Tate, non, j'avoue que je n'ai pas compris.
Et cette histoire m'a hantée pendant plusieurs jours après que j'ai eu terminé de finir le livre. J'arrivais vraiment pas à m'en défaire, j'avais toujours cette question pourquoi, mais pourquoi qui me revenait. Je pense que quand on a été victime, comme j'ai pu l'être, de harcèlement scolaire par ses petits camarades de classe, c'est vrai que cette question, mais pourquoi moi, pourquoi ils me font ça? Quand on est dans le cas de Tate, qu'on a partagé autant de choses avec son meilleur ami, du jour au lendemain il vous tourne le dos et qu'il se met tout le monde contre vous, j'avoue que la question de pourquoi me entrait encore plus fort et de connaître les raisons, je suis sûre et certaine que la seule émotion que j'arriverai à avoir vis-à-vis de Jared, c'est de l'énervement, c'est de la colère. Je lirai ce deuxième tome parce que j'ai envie d'avoir le point de vue de Jared qui m'aidera peut-être à mieux comprendre sa façon de raisonner, parce que là je dois dire que pas du tout. Et ensuite je pense lire le tome 3 qui concerne l'un des meilleurs amis de Jared, parce que dans le roman, c'est vrai qu'au début, je l'aimais pas, et il me faisait vraiment penser au petit suiveur. Là, vous voyez, le mec, il vous connaît pas, mais parce que son meilleur pote a dit celle-là, on va la faire chier, il se met à vous détester et à vous emmerder alors que vous lui avez jamais rien fait. C'est le genre de mec que je ne peux pas supporter, enfin le genre de personne, hein, ça marche aussi pour une fille, je tiens à préciser. Mais au fur et à mesure de ma lecture, c'est vrai qu'il m'a fait rire et c'est vrai que c'est un personnage dont je garde un bon souvenir, donc j'ai hâte de me plonger dans sa petite aventure personnelle à lui. Deuxième roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit toujours d'une lecture en VO. C'est le premier livre avec lequel je me suis remis à lire en VO. Il s'agit de Twisted, le deuxième tome de la saga Tangled de Emma Chase. Donc le premier tome s'appelle Love Game et il est sorti aux éditions Hugo New Romance. Je vous en ai parlé dans mon Give Me 5 spécial coup de cœur, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez connaître mon avis. Et ce second tome qui paraîtra sous le titre Love Game 2 Twisted, eh bien paraîtra le 6 novembre prochain en VR. Parlons de Twisted maintenant et de savoir si je l'ai autant aimé que le premier tome. Comme vous pouvez le constater, on est dans un Give Me 5, on n'est qu'à la deuxième place. Comme vous savez, le cinquième livre dont je vais vous parler aujourd'hui sera celui que j'ai le plus aimé. Donc non, malheureusement, je ne suis pas arrivée à retrouver tout ce qui m'avait autant fait vibrer dans le tome 1, malgré qu'on s'en rapproche, mais voilà, il y a quelques petites choses qui m'ont quand même dérangée. Je ne vais pas faire de résumé de ce tome 2 parce que je n'ai pas envie de vous spoiler quant à l'histoire. Donc dans ce tome 2, on retrouve bien évidemment nos deux personnages principaux, donc Drew et Kate. Je vous avais expliqué que j'avais adoré le tome 1 parce qu'il était narré par Drew. C'est vrai que c'est pas courant de voir une romance new adulte qui est racontée du début jusqu'à la fin par un garçon. Le ton était archi drôle, vraiment très léger, très frais, avec Drew qui s'adressait à la lectrice directement en la prenant en partie en disant « Ah, au fait, si un jour un mec vous dit ça, faites attention parce que ci ou là. » Donc il nous raconte des petites anecdotes, il nous donne des conseils, enfin bref, le roman est vraiment construit comme si Drew nous parlait à nous. Et donc, dans ce tome 2, c'est plus Drew, notre narrateur, c'est Kate. Et j'avais un petit peu peur de perdre ça, parce que c'est ce qui avait fait vraiment mon gros coup de cœur sur le premier, c'était cette narration, c'était la manière dont Drew nous racontait l'histoire, c'était tout l'humour qui découlait vraiment du récit. Et le fait que ce soit narré par Kate, eh bien j'avais peur vraiment de ne pas retrouver toute la fraîcheur, tout l'humour que j'avais tant adoré dans le tome 1. Que nenni, pour ça je dois dire que j'ai été servie. Kate est une narratrice aussi excellente que Drew. On dit toujours qui se ressemble s'assemble, et bien dans le cas de Drew et de Kate, eh bien c'est bien vrai. Ils ont le même humour, ils ont la même manière franche de parler, la même fraîcheur. Vraiment, je n'ai pas ressenti un gros manque du fait que ce ne soit pas Drew qui me raconte l'histoire. En prenant en main le tome 2 et en commençant à lire, vous sentez tout de suite eh bien, que ce n'est pas Drew qui vous parle, c'est bien Kate. Donc chacun conserve sa propre individualité, mais en conservant toutefois eh bien, la même fraîcheur dans l'écriture, et ça je trouve ça top. Sans vous révéler le twist de ce tome 2, je vais juste vous dire qu'il y a un énorme quiproquo, un énorme malentendu qui va naître entre Kate et Drew. Et au début, je vous avoue que c'est très amusant de les voir argumenter, de les voir se disputer au sujet. Eux pensent de la même chose alors qu'ils sont en train de parler de choses mais totalement différentes. C'est vrai que ça amène une situation vraiment hyper comique, rien que ça fait déjà rire. Mais après, quand vous voyez les proportions que ça prend, ça devient un petit peu, je vais dire, lassant.
de voir à quel point un simple manque de communication entre eux peut les amener à une situation mais franchement ridicule. Donc c'est drôle et énervant à la fois. Donc moi personnellement, vu que j'avais gardé un petit peu tout ce que j'avais aimé dans le tome 1, ça ne m'a pas trop dérangé de voir cette grosse supercherie au niveau de l'intrigue se poursuivre. J'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant à lire, je me suis bien amusée pendant ma lecture. C'est vrai cependant que s'il n'y avait pas eu le même humour au niveau de la narration, je pense que j'aurais pu être beaucoup plus sévère avec l'auteur en disant mais what the fuck, si tu voulais faire un tome 2 juste pour ça, à la limite j'aurais préféré que tu n'en fasses pas. Mais voilà, c'est vrai que c'était plaisant de retrouver les personnages pour un tome 2, de poursuivre encore l'aventure avec eux. Et ce qui m'a aussi un peu dérangé, c'est la manière un peu agressive qu'ils ont de se parler à chacun. Il y a Drew particulièrement, il va lâcher des mots, il va faire des choses qui ne m'ont particulièrement pas plu. Quand il est fâché sur Kate, eh ben, il fait vraiment n'importe quoi et c'est vraiment un gamin. Et bon, je sais, c'est Drew, mais moi ça m'agace de voir à quel point il peut être un peu crétin quand il veut. Kate de son côté, elle part aussi vite dans des extrêmes. Pour ça, je vous ai dit, hein, qu'ils se ressemblent, ça semble. J'ai vraiment trouvé ça fou de voir à quel point on pouvait partir dans tous les sens pour un bête malentendu en fait. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le récit, c'est les personnages secondaires et surtout la petite Mackenzie qui m'avait déjà fait beaucoup rire dans le tome 1, mais alors ici dans le tome 2, vous allez voir la scène, celle où elle demande à son oncle Drew de lui expliquer d'où viennent les bébés avec la chute qui tombe après, mais c'est juste... c'est du pain béni. Pour moi, ça reste quand même une très bonne lecture. Maintenant, je comprends que certains soient déçus. Je lirai le tome 3 qui vient de sortir et qui s'appelle Tamed, si mes souvenirs sont bons, et qui lui est relatif à Matthew, donc un ami de Drew, et à Dolores qui est une amie de Kate. J'ai donc hâte de découvrir ce tome 3 en VO, et il y a un 4e tome qui sortira au mois d'octobre, le 9 si mes souvenirs sont bons. Là dans ce tome on fait un retour sur Kate et Drew, donc j'ai vraiment hâte de lire ces 2 romans. D'ailleurs il va falloir que je les achète parce qu'ils sont toujours dans ma wishlist. 3e livre dont je vais vous parler aujourd'hui, on va quitter un petit peu la romance pour s'intéresser au 3e tome des Contes des Royaumes. Il s'agit bien sûr de Beauté de Sarah Pinborough, paru aux éditions Milady. J'avais hâte de lire ce 3e tome pour connaître enfin le dénouement de cette trilogie vraiment fantastique que j'ai vraiment adoré. On a vraiment commencé sur un avis un peu plus mitigé pour le tome 1, le tome 2 m'avait vraiment séduit. J'attendais beaucoup de ce tome 3, j'avais peur d'être déçue et au final, je n'ai pas été déçue du tout. Je lui ai mis 5 étoiles sur 5, la preuve qu'il m'a beaucoup plu. Alors dans ce 3e tome, on va s'intéresser aux contes de la Belle au bois dormant, mais pas que, puisqu'il y a plein d'autres contes qui sont évoqués dans ce récit. Moi qui pensais qu'on allait suivre le personnage de Rose, qu'on voit donc dans le tome 2, eh bien pas du tout. En fait les événements de ce tome 3 prennent place avant les éléments du tome 1. Donc en fait on fait un retour en arrière. Et je dois dire que ça m'a complètement surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Et ça explique certaines choses qui arrivent après. Pour moi personnellement ça m'a éclairé sur le comportement du prince. Je vous ai dit pour les tomes 1 et 2 que c'était pas un des personnages que j'avais franchement aimé dans cette saga. Là je peux pas dire que depuis je l'adore, hein, mais j'arrive un petit peu à mieux comprendre son truc avec les filles endormies maintenant que j'ai lu le tome 3. Ici on retrouve donc les contes de la Belle au bois dormant, de la Belle et la Bête, on retrouve également le petit chaperon rouge, il y a également une référence à Rumpelstiltskin. Alors ça c'est quand même marrant, je pense que c'est Manu qui en a parlé dans sa vidéo, donc de la chaîne Les Bêtises de Manu. Elle disait qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un conte reprenant le personnage de Rumpelstiltskin, et moi non plus. Moi je pensais que c'était un personnage qui avait été inventé pour la série Once Upon a Time. Donc elle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'en fait Rumpelstiltskin est issu d'un conte des frères Grimm, je pense, si je ne me trompe pas, mais je pense que ce sont les frères Grimm. Je me suis rendu compte à quel point j'avais des lacunes et que de se fier à Walt Disney pour pouvoir connaître les contes de fées, finalement c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Et je vous avoue que depuis, c'est vrai que j'ai envie de lire les contes originaux pour voir un petit peu les histoires originales, voir comment elles ont été modifiées par Walt Disney, parce que je sais que pour certains la fin a été totalement changée. Enfin, je ne vais pas non plus vous raconter toute l'histoire ici, je pense vraiment qu'avec ce que je vous ai dit, je vous en ai déjà dit assez. Sachez juste que j'ai kiffé ce 3e tome, qui clôture merveilleusement bien la saga. Cette saga, je vous la recommande à 3000%, c'est vraiment une saga à lire si vous aimez les contes de fées, si vous aimez surtout les romans qui revisitent les contes de fées. Alors là, Sarah Pinborough fait vraiment un travail
de dingue. Elle arrive à mixer plusieurs contes dans une même histoire, elle arrive à changer des éléments et tout finalement paraît logique, limpide. On n'a pas l'impression que ce sont des éléments plic-ploc qui sont tirés comme ça d'histoires qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Quand vous lisez la saga, tout s'empile, tout s'enchaîne vraiment, c'est super. Voilà, c'est comme ça. Mais je rappelle encore une fois, ce sont des contes pour adultes, c'est pas vraiment le genre de livre que je recommande à faire lire aux enfants en dessous de 16 ans. Quatrième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un coup de cœur, parce que oui, ben, j'en ai eu 2 dans cette sélection de 5. Coup de cœur qui arrive seulement en 4e position parce que vraiment celui dont je vais vous parler après, ben, il éclipse tout. Le numéro 4, il s'agit de Beautiful Player de Christina et Lorraine, publié aux éditions Hugo New Romance. Il s'agit du 3e tome dans la saga Beautiful. Il y a quelques semaines d'ici, je vous avais fait une review sur Beautiful Bastard, qui est le premier tome de la saga. Je vous disais que j'avais franchement bien aimé l'intrigue, malgré qu'il y avait du sexe à tous les chapitres. C'était pas non plus la romance du siècle, qu'on était vraiment dans une relation qui était charnelle, mais que voilà, j'avais pris beaucoup de plaisir à le lire et pour moi c'était vraiment ce que j'appelle un guilty pleasure. Donc j'ai lu le tome 3, oui je sais, j'ai lu le tome 3 avant de lire le tome 2. C'est pas grave puisque ça parle de personnages distincts. En fait les personnages sont connexes, donc ils se connaissent puisque Bennett, le gars du tome 2, et Will travaillent dans la même boîte. Ensuite vous avez Chloé qui travaillait dans la boîte, Sarah travaille dans la boîte aussi. Tandis que la jeune fille de ce 3e tome, Anna, n'a rien à voir avec l'environnement professionnel que je viens de citer. Donc forcément ce sont des personnages qu'on rencontre déjà dans les tomes précédents, mais il ne faut pas avoir lu les tomes avant parce que bon, ce sont chaque fois la romance concerne 2 personnages, donc c'est pas grave, hein. Si vous lisez le numéro 3 avant de lire le 1 et le 2, vous comprendrez quand même l'histoire, vous ne perdrez rien, puisque vous savez très bien que le but d'une romance c'est quand même de voir 2 personnages qui à la fin se mettront ensemble. Ce qui est important dans l'histoire, c'est de savoir comment ils vont se mettre ensemble, évidemment. Je me suis donc lancée dans Beautiful Player avec la même attente en fait que dans Beautiful Bastard, c'est-à-dire que je n'y avais pas passé beaucoup d'attente. Je me suis dit ça va encore être une romance du cul pour du cul tout simplement, et je ne me suis pas plus pris que ça la tête en attendant plus. Je me suis dit ça va être encore mon petit moment plaisir et puis basta pour le reste. Et finalement, eh bien, je dois dire que ce roman m'a beaucoup plus plu que Beautiful Bastard. Donc dans ce roman, on suit Anna et Will. Anna est une jeune fille qui vit pour son travail, littéralement. Elle fait des recherches dans un labo et elle pense boulot, 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 boulot tout le temps. Sa vie, donc, c'est vraiment au travail. Quand elle se lève le matin tôt, elle part au boulot, elle rentre tard chez elle. Elle a vraiment une vie sociale inexistante. Pour elle, les seules personnes qu'elle côtoie, c'est ses collègues de travail. C'est pour vous dire. Et donc Anna va un petit peu se faire sermonner par son père et par son frère, surtout son grand frère Jensen qui est hyper protecteur avec elle et qui va lui dire écoute ma grande, la vie c'est pas non plus que le boulot, il va falloir quand même que tu sortes de ton labo pour rencontrer des gens, te mettre en couple, et puis voilà. Et il va lui proposer de prendre contact avec son meilleur ami Will, qu'elle connaît depuis qu'elle avait 10-12 ans, et dont elle était très amoureuse à l'époque. Will qui est plus âgé de 7 ans qu'elle, comme ça vous savez tout. Et Will étant un playboy, eh bien il va pouvoir un petit peu, selon Jensen, sortir sa sœur de sa coquille, lui permettre d'être un peu plus femme fatale, et de pouvoir séduire les hommes pour enfin avoir une vie sociale comme tout le monde. Lors de leur première rencontre autour d'un footing, eh bien, la première chose que Will va se dire, c'est que finalement, eh bien, la petite Anna qu'il connaissait depuis qu'elle avait 12 ans a bien changé et il n'avait pas souvenir qu'Anna était une aussi jolie jeune fille. Et en plus de ça, elle va le prendre mais complètement au dépourvu en lui parlant avec une franchise mais une simplicité incroyable. Genre, elle est capable de lui demander comme ça, dis, est-ce que tu peux me dire comment tu fais pour tes coups d'un soir? Moi aussi, j'aimerais bien en avoir un. Enfin voilà, elle dit les choses clairement, elle a aucun tabou, elle dit ce qu'elle pense comme elle le pense. C'est voilà, c'est même, il n'y a pas de filtre avec elle. Tout ce qu'elle pense, elle le dit et moi j'adore ça parce que je suis comme ça. C'est vrai que Jérémy me dit souvent que parfois je ferais mieux de me taire plutôt que de lâcher tout ce qui me vient par la tête directement.
Mais voilà, je me suis beaucoup identifiée à elle et je me suis beaucoup reconnue en elle, avec cette manière qu'elle a de dire tout haut tout ce qu'elle pense tout bas. Comment ces deux personnes qui a priori ne se ressemblent pas et n'ont vraiment rien à faire ensemble vont finir par tomber fous amoureux l'un de l'autre, et bien c'est ce que vous découvrirez en lisant Beautiful Player. Alors qu'est-ce qui m'a autant plu dans ce récit? Tout d'abord ce sont les personnages. Comme je viens de vous le dire, j'ai adoré Anna, je me suis énormément identifiée à elle, rien qu'à cause de sa manière de parler, je me suis retrouvée mais à 100% dans Anna, cette façon qu'elle a de dire tout ce qu'elle pense, sans filtre, de n'avoir honte de rien, de ne pas être gênée d'aborder un sujet aussi, on va dire, gênant que le sexe en public avec Will, un garçon qu'elle ne connaît finalement pas tant que ça. J'ai aussi aimé Will parce que je l'ai trouvé très touchant. Comme le roman a été écrit à deux voix, donc un chapitre on suit Anna et un autre chapitre on suit Will, on voit vraiment sa manière de penser, et c'est vrai que lui qui est quelqu'un de très j'ai pas envie de m'accrocher, moi quand je rencontre quelqu'un c'est uniquement pour le sexe, j'ai mes sex friends qui sont là, ma vie elle est très bien comme ça. Eh bien, il va changer de sa manière de penser petit à petit grâce à Anna. Ce sont deux personnages qui vont s'apporter énormément l'un à l'autre. On va les voir en fait s'épanouir au contact de l'autre, et j'ai vraiment adoré ça. Là encore, évidemment, il va y avoir un gros malentendu entre les deux, puisqu'ils croient chacun que l'autre attend autre chose de lui, donc ce qui fait qu'ils vont se dire des choses qu'ils ne pensent pas forcément parce qu'ils n'ont pas envie de se sentir blessés dans leur ego, mais j'ai trouvé ça plutôt comique, ça m'a fait plutôt rire leur manière de penser. C'est vraiment un roman que je vous conseille, moi ça a été un très gros coup de cœur pour moi et je vous le recommande chaudement. Et bien voilà mes amis, on y est, il est temps d'aborder ce 5e livre, cet énorme coup de cœur dont je vous parle depuis le début de la vidéo. En fait, coup de cœur est encore un terme qui est bien faible pour vous exprimer tout ce que j'ai ressenti pour ce roman. Le terme de roman coup de poing est plus adapté. Et si mes souvenirs sont bons, je pense que la seule fois où je vous ai parlé d'un roman coup de poing en vidéo, avant, c'était pour vous parler de Nos étoiles contraires. Est-ce que ça vous met un petit peu le niveau du bouquin? Oui? Ok, bon alors on y va. Alors ce roman, il s'agit de Making Faces de Amy Harmon. Alors c'est un roman qui était au départ auto-édité également. Et j'ai appris 1 ou 2 jours avant de commencer ma lecture que la collection R s'était portée acquéreuse des droits du livre pour une publication en VF, et le roman sortira, mes amis, au mois de janvier 2015. Voilà, ça vaut bien le coup de crier une fois parce que je vous assure que ce roman, il faut le lire. Toi qui es en train de me regarder là, si tu peux lire en VO, je te conseille de le lire tout de suite. Si tu peux pas, t'attends le mois de janvier, mais le mois de janvier, je veux que tu lises ce roman. Capito? Ok. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi exceptionnel ce livre? Eh bien, moi je trouve que ce bouquin, c'est la rencontre de Eleanor et Bart, dans cette ambiance qui est créée par l'auteur, la narration, qui est aussi une narration à la 3e personne, et qu'il est aussi fort au niveau du message qu'il fait passer que Nos étoiles contraires. Donc forcément, vous mixez les deux, sachant que les deux ont été des énormes coups de cœur. Ben oui, avec Making Faces, il ne pouvait en être autrement. Faites attention parce que ce bouquin, c'est quand même une bombe qui va vous exploser à la figure. Et je peux vous dire qu'après, ce sera jamais plus pareil. Une fois que vous aurez rencontré Belly, Ambrose et Fern, non, ce sera jamais plus pareil. Jamais. Bon, je vais quand même vous parler un petit peu de l'histoire, n'est-ce pas? Alors on suit 3 personnages dans une petite ville américaine. Bon, ça je vous avoue que j'ai pas fait très attention au nom de la ville. En même temps, c'est pas très important. Je pense que c'est situé dans l'état de Pennsylvanie. Donc on va suivre Ambrose, Bailey et Fern. Alors d'abord, je vais vous expliquer un petit peu les liens qu'il y a entre eux. Bailey est un jeune garçon qui souffre d'atrophie musculaire, ce qui fait que plus les années passent, plus ses muscles fonctionnent mal, et à partir de l'âge de 12 ans, eh bien, il est obligé de rester dans une chaise roulante, il ne peut plus marcher. Et c'est sa cousine Fern qui le conduit à l'école, qui s'occupe de lui quand il n'est pas à la maison avec ses parents. C'est elle qui l'aide pour tout. Et Ambrose, en fait, c'est la coqueluche de toute l'école. Non seulement Ambrose, il est beau comme un dieu, mais en plus de ça, c'est un lutteur de talent. À chaque fois qu'il y a un championnat, il gagne. Il est d'ailleurs surnommé Hercule, c'est la fierté de sa ville. Ambrose fait donc partie de l'équipe de lutte
qu'entraîne le papa de Bailey. Comme ça, vous voyez un petit peu les liens, comment ils se connaissent tous les trois. Et ce que j'oublie de vous dire, c'est que Fern est hyper amoureuse de Ambrose. Mais voilà, c'est pas le genre de fille que tout le monde regarde. Elle a pas de poitrine, elle est rousse, elle n'est pas spécialement jolie. Donc Ambrose ne la regarde pas. Elle sait très bien qu'il est hors de sa portée. Du coup, elle se réfugie un petit peu dans ses romans d'amour. Elle lit beaucoup de romances. Elle en écrit aussi. Elle est toujours l'héroïne. Et Ambrose est toujours le beau garçon dont elle va tomber amoureuse dans ses romans. Voilà un petit peu pour vous planter le décor. Donc au début du roman, vous suivez ces trois personnages-là. J'avoue que le début est assez lent, il faut le temps que l'auteur rentre vraiment dans l'histoire. Après les événements du 11 septembre 2001, donc là, cette année-là, ils sont tous les trois en terminale, et bien Ambrose va prendre la décision qu'après avoir décroché son diplôme, il s'engagerait dans l'armée américaine pour aller combattre en Irak. Et donc il va réussir à convaincre avec lui ses meilleurs amis, et donc ils vont aller faire la guerre en Irak. Et à son retour, eh bien, la vie d'Ambrose ne sera plus du tout la même, puisqu'il va revenir complètement défiguré. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire, je ne vous en dis pas plus concernant le résumé. Je vais juste vous expliquer pourquoi ce roman est juste magnifique. Alors déjà, moi ce qui m'a plu, c'est qu'au début du roman, on vit les événements du 11 septembre dans la classe de Fern, avec Fern, Ambrose et Bailey. Ils sont devant la télé, en train de regarder les reportages qui passent à la télé, quand on voit les avions qui percutent les deux tours. Et je dois dire que de vivre ces événements dans la classe de ces ados, ça m'a vraiment replongé à cette satanée journée du 11 septembre. Et c'est vrai que de revivre ces événements dans cette classe de terminale, voilà, la boule était là au niveau de la gorge, j'ai déjà commencé à pleurer alors qu'on était encore qu'au début du récit. Ça m'a vraiment replongé dans cette ambiance-là, et je trouve que l'auteur parle de cela avec pudeur et raconte ça avec simplicité, mais il y a tellement de vérité qui se dégage de ces paroles qu'on a vraiment l'impression de revivre la scène comme si on en était. Donc déjà, moi ça m'a beaucoup plu. Ensuite, bon, c'est vrai que les premières pages sont très lentes, il faut le temps de rentrer dans l'histoire, de comprendre un petit peu l'état d'esprit de chacun, de Fern, de Bailey et de Ambrose. Ensuite, l'intrigue va vraiment démarrer au retour de guerre d'Ambrose, au moment où il va être défiguré, où il va se dire que sa vie est complètement foutue, qu'il pourra jamais, il sera plus jamais Hercule, il pourra jamais plus être champion de lutte. Il n'y aura jamais plus aucune fille qui va s'intéresser à lui, parce que, regardez-le quoi, il est devenu moche, les gens murmurent sur son passage, enfin bref, voilà, l'Ambrose d'avant n'est plus le Ambrose de maintenant, et ce qui va se passer alors, c'est juste, c'est, waouh, c'est fou parce que rien que de repenser, j'ai encore les émotions qui me reviennent. Ce bouquin, il m'a vraiment touchée partout. En fait, il y a tout dans ce roman. Il y a des petits morceaux où vous avez envie de chialer tellement c'est hyper triste. Même un moment d'histoire où j'ai dû arrêter ma lecture et où je me suis dit, bon, il va falloir que je prenne quelques heures pour pouvoir digérer ce qui vient de passer, parce que je me sentais pas dans un état moral de pouvoir continuer, tellement que la révélation ou l'événement qui se passait là, c'était trop. C'était trop pour moi, il fallait que j'arrête, il fallait que je coupe pour pouvoir digérer, pour pouvoir reprendre ma lecture plus sereinement après. J'en ai voulu à l'auteur pour des choix qu'elle a fait, où je me suis dit, mais elle aurait pas dû faire ça, c'est dégueulasse, c'était pas bien de faire ça, non, j'étais pas du tout d'accord avec certains choix qu'elle a fait. Et puis il y avait toute cette relation qui se met en place entre Fern et Ambrose, la relation d'abord amicale qu'ils ont l'un vis-à-vis de l'autre, les petits mots qui s'échangent. Ensuite il y a Fern et Bailey, la relation vraiment très fusionnelle qu'il y a entre eux, et c'est une relation un petit peu comme frère et sœur malgré qu'ils ne soient que cousins, l'attachement qu'ils ont l'un pour l'autre même s'ils se titillent. Il y a la manière d'écrire de l'auteur qui est juste fabuleuse. J'aurais pu citer tout le bouquin dans ma chronique. Je pense que je n'ai jamais autant surligné de passages en lisant un roman sur mon reader. Quand j'ai regardé après ce que j'avais surligné, je crois que j'avais 8 à 10 pages de passages surlignés. Des passages que j'ai relus au moment de faire ma chronique et qui m'ont refait vibrer une nouvelle fois.
Je les ai pas tous mis parce qu'il y en a qui sortis de leur contexte, je me voyais pas trop les mettre dedans, j'avais pas non plus envie de spoiler certains passages. J'ai mis vraiment des passages que je trouvais très beaux, mais il y aurait pu encore y en avoir tellement. Je pense que si vous allez voir aussi la chronique de Cess que j'ai listée en dessous de ma chronique à moi, eh bien vous découvrirez d'autres extraits qu'elle a aussi cités. Je crois que toutes les personnes qui ont lu ce récit jusqu'ici, il y a Karine de Mon Coin Lecture, il y a Cess de les lectures de Cécile, il y a Mi de les lectures de Mylène et Simi, donc des petits loisirs de Simi. J'ai listé ces 4-là, il y en a peut-être d'autres sur BBM, je suis désolée, moi j'ai listé ces 4-là parce que ce sont mes 4 copinotes. Mais on est toutes unanimes concernant cette histoire, je crois qu'elle nous a toutes bouleversées, peut-être différemment chacune, pour des raisons différentes. Moi j'ai pris une grande claque en pleine figure en lisant ce récit. C'est juste beau, c'est magnifique, j'ai pas de mots en fait. C'est quand même bizarre, c'est que je crevais d'envie de vous faire cette vidéo pour vous en parler, pour vous donner envie de lire ce roman. Et là, je me rends compte que les mots ne sont pas forts. Moi, tout ce qui me vient, et ça ne s'est jamais produit avant quand je lisais un roman, c'est que là, je suis en train de vous en parler et dans ma tête, il y a plein d'images qui sont en train de jaillir, où je revois certaines scènes, enfin la scène du karaoké dans le supermarché, les petits mots entre Fern et Ambrose, il y a des tas de petits moments qui sont en train de réapparaître. Ce roman, il est juste magnifique. Pour moi, c'est vraiment un roman qui vous apprend la vie tout simplement, qui vous remet à votre place, qui vous fait dire que la vie, il faut en profiter. Tous les thèmes qui sont abordés dans ce récit sont des thèmes qui me sont chers, que ce soit le terme de l'acceptation de soi, notamment au niveau physique, parce que Fern a du mal à s'accepter physiquement, elle ne se croit pas jolie. Vous avez aussi vis-à-vis d'Ambrose qui lui prenait sa beauté pour acquis et qui du jour au lendemain se la voit arrachée suite à son accident en Irak. Vous avez Belly qui lui doit concilier sa vie en chaise roulante, que sur la loterie de la vie il est tombé sur la case pas de chance et qui doit lutter avec cette maladie d'atrophie musculaire qui l'empêche de marcher, qui à plus long terme peut conduire sur la mort quand même, il faut le dire. C'est une véritable leçon de vie. Les personnages m'ont tous touchée, maintenant je vais me mettre à pleurer, mais ils m'ont tous touchée, ils sont bons, que vous preniez Belly, Fern, Rita aussi qui est la meilleure amie de Fern, que vous preniez Ambrose, ce sont tous des personnages qui sont résolument bons, ce ne sont pas des personnages méchants comme parfois on peut en trouver dans des histoires, mais ils ont leur part d'ombre, ils ont leur petit côté où on n'est pas d'accord avec eux, où on se dit ah ils devraient pas agir comme ça, ils devraient pas faire ça, mais ils sont humains tout simplement, et ils pensent des choses que nous on pense. Vous avez Fern qui pense qu'elle n'est pas jolie, qui pense que Ambrose ne se pourra jamais être son petit copain parce que il est beaucoup plus beau qu'elle. Même en grandissant, quand elle attrape enfin ses attributs de femme, qu'on lui retire son appareil dentaire et tout ça, et qu'elle devient vraiment une belle jeune femme, comme le dit si bien Bailey, elle continue à avoir le syndrome de la fille moche, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas comme elle est réellement, elle garde cette image d'elle qu'elle avait quand elle était ado, de fille effacée que personne ne regarde et avec qui personne ne voudra être. Et puis vous avez Ambrose qui lui, je ne vais pas vous raconter un petit peu la manière dont la relation entre Fern et Ambrose va démarrer, mais au cours de la dernière année, il y a des choses qui évoluent entre eux, d'une certaine façon on va dire. On sent un petit peu que les sentiments d'Ambrose sont conflictuels vis-à-vis de Fern. Il sent que c'est une personne qui lui convient, mais il y a cette barrière du physique qui le bloque. Ses copains le charrient de temps en temps avec, il disait mais non, elle ne m'intéresse pas, arrêtez. Il veut pas avouer qu'il éprouverait peut-être bien un petit quelque chose pour elle parce que voilà, physiquement elle n'est pas jolie. Et je crois qu'on a beau tous dire à un moment donné que le physique ne doit pas compter, c'est quand même malheureusement la première chose qu'on voit d'une personne. Et à tout âge, je pense que le physique compte, quoi qu'il arrive. Quand on rencontre quelqu'un, c'est toujours la première image qu'on donne, c'est toujours l'image du physique. Et voilà, il est difficile d'en vouloir à Ambrose d'avoir pensé ça à ce moment-là, de se dire bon elle n'est pas jolie, donc moi je ne veux pas être avec elle, etc. Même si je sens qu'il y a plus en dessous. Il se limite à ça, c'est dégueulasse, on est bien d'accord, mais voilà, il est humain, ça déjà, je pense que c'est arrivé à tout le monde de penser comme ça. Puis vous avez Bailey qui lui...
Ce petit bonhomme, il m'a tellement émue avec sa manière de penser, sa manière de donner des leçons de vie aux gens. Dans une chaise roulante, mais il continue à pouvoir espérer être un grand joueur de lutte. Il continue de vouloir être un super-héros. Il vous assène des vérités en pleine figure comme ça, vous prenez des claques monumentales et vous dites « Oh ben merde, alors je viens de me faire remettre en place par un gamin ». Même moi, quand j'ai lu certaines choses, je me suis dit « Ben putain, merde ». Et à côté de ça, il y a des moments de sa vie où il a mal pris sa maladie, où il a pu aussi dire des choses qui étaient vraiment dégueulasses, vraiment très dures, notamment à Fern, mais ça on l'oublie vite vu la personne qu'il est, vu ce qu'il représente. Et oh my god, ce livre, j'espère que vous le lirez. Si vraiment vous ne pouvez pas lire en VO, j'espère que vous le mettrez dans votre wishlist et que vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit. Je vous le rappellerai au mois de janvier 2015, croyez-moi, mais lisez-le. Quand il sortira, je vous en prie, lisez-le. C'est juste une bombe ce bouquin. Il y a peu de livres qui arrivent à vous faire ressentir des émotions aussi violentes et à vous raccrocher à votre propre vie. À la vie tout simplement, à vous dire mais bordel, profitons quoi. C'est vraiment des messages comme ça qui passent dans ce roman et enfin moi j'ai adoré. Et ben voilà, je vais refermer ici ce nouveau numéro de Give Me 5. J'espère qu'il y a des lectures que je vous ai présentées aujourd'hui qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres ou si vous souhaitez en lire un, ou plusieurs, ou tous, ou Making Faces par exemple. Toi qui me regardes, lis Making Faces. Lis Making Faces. Non, j'essaye pas du tout de faire de l'hypnose ou je sais quoi pour vous contraindre à lire Making Faces, pas du tout. C'est juste une suggestion comme une autre. Et vous aussi, vous direz que ce livre était foutrement génial. Making Faces. On va quand même clôturer ici ce rendez-vous du Give Me 5 et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!